Bonjour. Les tests d'intelligence, les fameux tests de QI, ont véhiculé aussi bien dans la littérature scientifique que dans les littératures grand public, et aussi bien chez les experts que chez les non-initiés, beaucoup de passion, d'approximation et encore aujourd'hui beaucoup d'erreurs. Donc je voulais aller un petit peu plus loin que ce que vous avez pu lire dans la page et vous faire partager mon point de vue sur 3 points qui me semblent essentiels. Quelles sont les utilités des épreuves d'intelligence? Deuxièmement, qu'est-ce qu'elles contiennent? Comment ces épreuves sont structurées? Et enfin, troisième point, quels sont les principes fondamentaux d'analyse et d'interprétation de ces outils? Faire passer une épreuve d'intelligence, c'est aller à la rencontre d'un individu singulier. Ces épreuves sont avant tout un magnifique moyen d'outils de compréhension d'autrui. Wechsler disait, dans sa définition de ces tests, que ce que nous pouvons mesurer, ce que nous appréhendons à travers ces outils, ce sont les moyens qui sont mis en œuvre par un individu particulier pour atteindre un but. Et donc les tests d'intelligence mesurent cette capacité que chacun met en œuvre pour comprendre le monde et quelles sont les ressources, plus précisément, qu'il met en œuvre pour faire face à ces défis. Donc, au-delà de l'obtention de scores, le psychologue va recueillir des informations cliniques, beaucoup d'informations psychologiques sur les intérêts, la motivation, les humeurs, les réactions émotionnelles, les stratégies, les résolutions de problèmes, le langage, l'attention. Donc, énormément de données cliniques qui vont nous permettre d'appréhender l'individu. Cette compréhension de l'individu va donc trouver toute sa place dans une démarche de diagnostic, de retard, de haut potentiel, mais aussi dans des démarches de diagnostic différentiel, comme dans les fameux 10, tous les troubles d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Les épreuves d'intelligence ont toute leur place pour pouvoir aussi prédire des performances futures et donc d'aider à prendre des décisions. Ces décisions peuvent être des décisions d'orientation, des décisions d'adaptation sur le plan pédagogique ou éducatif. Les spécificités des épreuves de Wechsler, c'est qu'elles pointent des faiblesses, mais aussi des forces sur le plan cognitif. Donc tout l'intérêt sera d'appuyer sur ces forces pour pouvoir compenser les faiblesses. Il existe une grande variété d'épreuves d'intelligence et il appartient au psychologue, fonction des objectifs de l'évaluation, de choisir celle qui sera la plus adaptée et la plus pertinente au regard de l'évaluation. Moi, je vais faire le choix de vous parler des épreuves qui sont aujourd'hui les épreuves les plus utilisées, qui sont les épreuves de Wechsler, qui portent donc le nom du psychologue américain qui, en 1949, a été à l'origine de la première édition de ces tests-là. L'acronyme, vous le connaissez, la WPPSI pour les enfants avant 6 ans, la fameuse WISC, W-I-S-C, 5e version pour les enfants d'âge scolaire, et enfin, pour les adultes, la WAIS, W-A-I-S. Ces épreuves sont éditées par les ECPA, édition du Centre de psychologie appliquée, et sont réservées aux psychologues. Ce sont des batteries que l'on appelle pluridimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont mesurer à travers des épreuves, que l'on appelle des subtests, des grands domaines de la cognition. Langage, logique, mémoire, attention. Avec 3 niveaux d'analyse, les indicateurs globaux, l'indicateur global le plus connu étant le quotient intellectuel. Il faut savoir que dans la WISC 5, nous avons d'autres indicateurs globaux, l'indice d'aptitude générale, l'indice de compétences cognitives, l'indice non verbal, ces indicateurs étant pertinents à utiliser en fonction d'hypothèses diagnostiques particulières, troubles de l'attention, dyspraxie, dyslexie. Un deuxième niveau d'analyse est un niveau par grand domaine de la cognition, et regardons le niveau de la personne dans le domaine du langage, de la mémoire, de l'attention. Le troisième niveau d'analyse est une analyse par épreuve. Les tests d'intelligence, et de manière générale, tous les tests psychométriques,
doivent répondre à un triple principe. Principe de validité, de fidélité et de sensibilité. Principe de validité, si vous sortez une balance, vous vous attendez à identifier une masse. Si vous prenez un thermomètre, vous vous attendez à prendre une température. Donc, lorsque l'on sort un outil, il faut s'assurer qu'il va bien mesurer ce qu'il est censé mesurer. C'est ce qu'on appelle le principe de validité. Les épreuves de Wechsler sont des épreuves qui sont très valides, qui mesurent bien, de manière globale, l'intelligence. Deuxième grand principe, le principe de fidélité. Si je dépose mon sac de patates sur la balance et qu'elle m'indique 2,3 kg, si je soulève mon sac et que je repose mon sac de patates et qu'il y a écrit 8 tonnes 4, ma balance n'est pas fidèle. À condition identique de mesure, elle me donne un résultat différent. Il est important qu'une épreuve soit très fidèle, et là aussi, les épreuves d'intelligence sont très fidèles. Dernier grand critère qui est très important, c'est le principe de sensibilité. Si, lorsque je fais passer une épreuve d'intelligence, toutes les personnes ont la même note, cette épreuve-là n'est pas très sensible, puisqu'elle ne me permet pas de discriminer de manière subtile les individus. Donc, il est très important, lorsqu'un praticien utilise un outil, qu'il ait conscience de ces principes-là, validité, fidélité, sensibilité, pour pouvoir analyser de manière précise ces épreuves et ne pas dire trop de bêtises. Et donc, si l'outil est pertinent, il faut aussi l'utiliser de manière pertinente. Le psychologue n'est pas juste un technicien de la mesure qui appliquerait de manière protocolaire et totalement simpliste des règles psychométriques. Non, le psychologue va aller à la rencontre de l'individu et analyser de manière intelligente les épreuves. Concernant les grands principes d'analyse, le psychologue va être très attentif à deux grands principes. Est-ce que les résultats sont homogènes? Et s'il y a des différences entre des scores, est-ce que ces différences sont importantes et se retrouvent de manière fréquente ou rare dans la population d'étalonnage? Concernant le premier point, l'homogénéité des résultats, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez 18 de moyenne en mathématiques et 2 de moyenne en français, votre moyenne générale est de 10 sur 20. Pour autant, vous percevez bien que ce 10 de moyenne générale est beaucoup moins significatif que si vous aviez obtenu 11 de moyenne en mathématiques et 9 de moyenne en français. Donc, le psychologue, dans un premier temps, va être attentif à la variabilité des résultats. Est-ce qu'on a des résultats qui sont globalement plutôt stables ou au contraire, est-ce que ces résultats font le yo-yo? Si les résultats font trop le yo-yo, eh bien peut-être que certains indicateurs vont perdre de leur sens. On pourra les interpréter avec modération. Si la variabilité est trop importante, alors peut-être on ne calculera pas les indicateurs. Donc c'est pour cette raison qu'un test d'intelligence peut donner lieu au non-calcul d'indicateurs comme le quotient intellectuel, l'indice d'aptitude générale. Pour autant, on accède à bien d'autres informations. Deuxième grand principe d'analyse qui est très important, c'est de se demander, en présence d'une différence significative, si cette différence est rare ou pas dans la population d'étalonnage. Si, continuons sur notre exemple en mathématiques et en français, vous avez 15 de moyenne en maths et 5 de moyenne en français, mais que toute la classe a cet écart, nous n'allons pas tirer les mêmes conclusions que si vous êtes le seul à présenter cet écart. Donc il est très important pour ne pas surpathologiser, pardon de ce terme qui n'existe pas, pour ne pas dire qu'il y a des pathologies alors qu'il n'y en a pas, de regarder si l'écart de score est fréquent ou rare dans la population d'étalonnage. Donc, pour conclure, encore une fois, faire passer une épreuve d'intelligence, c'est bien sûr être très vigilant et le psychologue doit être
un réel expert de la mesure psychométrique et des statistiques. Mais pour autant, c'est une démarche bien plus globale qui est une démarche de compréhension de l'individu, et tous ces scores doivent systématiquement s'interpréter dans un contexte particulier, dans une situation sociale, familiale particulière, pour pouvoir leur donner du sens. Du sens pour être non seulement utile pour l'individu, mais aussi utile dans le cadre social, une démarche d'orientation, une démarche d'adaptation pédagogique ou éducative. Merci.